Ni rire, ni pleurer, ni haïr, mais comprendre. Spinoza. Libre Ensemble, Catherine Ax, Jacques Nizin. Bonsoir à toutes et à toutes, bienvenue dans Libre Ensemble. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour parler de la 5e vague, du rapport Noir, Jaune, Blues de la fondation Ceci n'est pas une crise, qui est sorti voici peu de temps. On va voir avec mes deux invités quelles sont les grandes tendances de cette 5e vague du rapport et quel est l'état d'esprit des Belges. Je suis ravie d'accueillir dans ce contexte particulier, mondial, politique, climatique et social belge et mondial, comme je viens de le dire, mes deux invités. Bonjour Karine Thibault. Bonjour. Karine Thibault, vous êtes directrice générale à Amnesty Belgique francophone depuis fin 2023 environ. Vous êtes criminologue et assistante sociale de formation. Votre carrière s'est construite au sein de diverses organisations non gouvernementales. Donc vous avez un bon background chez Greenpeace, SNCD 1111 ou Médecins du Monde. Avec vous, nous avons Jérôme Van Ruyschevelt est avec nous également. Vous êtes militant et communicant politique, investi dans les mouvements sociaux en Belgique, formé en sciences politiques marketing. Vous puisez aussi dans votre expérience d'activiste et dans l'éducation permanente pour tenter de transformer les narratifs progressistes. C'est ça. Et vous êtes l'auteur d'un essai qui vient de sortir, qui est tout frais, « Pourquoi les narratifs de gauche ne touchent plus les classes populaires ?» On va en reparler également. Mais d'abord, évoquons cette donc 5e vague du rapport Noir-Jaune-Blues. Qu'est-ce qui a guidé, Jérôme, ce rapport au sein de la fondation « Ceci n'est pas une crise » ? Qu'est-ce qu'on peut en dégager ? Quelle est un peu la météo intime de nos vies en Belgique, qui est de plus en plus sombre ? Mais bon, on ne va pas plomber l'émission immédiatement. Quelles sont les inquiétudes, les incertitudes de nos concitoyens ? De manière générale, l'index que nous on appelle l'index de la retribalisation, qui est en fait un index d'adhésion à une société du repli, se stabilise. Donc il se tasse un petit peu par rapport aux 5 dernières années. Et en fait, il traduit quand même une stabilisation aussi dans l'inquiétude des citoyens et citoyennes vis-à-vis du monde qui les entoure. Mais en fait, c'est surtout une peur du déclassement social, un sentiment de mépris de la part des élites, un sentiment de ne pas être écouté, une volonté de continuer à se distinguer socialement, un sentiment de ne plus avoir de contrôle sur sa vie et surtout un sentiment que les politiques n'ont pas non plus de contrôle sur ce qui les angoisse, en l'occurrence le réchauffement climatique, les guerres successives et l'économie de manière générale. Vous avez évoqué la retribalisation. Est-ce que vous pourriez définir pour nos auditeurs qui ignoreraient encore ce terme, ce qu'il se cache derrière ? Donc c'est un terme utilisé en sociologie par le sociologue Benoît Scheer qui l'a implanté à partir de 5 paramètres. C'est le paramètre de la gouvernance autoritaire, celui d'un retour au passé, donc c'est la nostalgie du passé, la volonté d'une société homogène, une société homogène, donc une nation homogène. Et alors l'adhésion à une rhétorique brutale. Et en fait, ces 5 paramètres-là sont testés à travers toute une série de questions plutôt socio-émotionnelles et en déduisent alors les sociologues un index qui peut donner une idée de si les gens sont plutôt adhérents à une société du repli ou plutôt vers une société ouverte. Et alors il y a une 3e voie qui est celle des indécis, voire des nihilistes, ce que les sociologues décortiquent aussi dans l'enquête. Et donc c'est dans ce cadre-là, en fait, c'est à la suite de ces différents tests sur ces différents paramètres qu'on peut en déduire un index. Mais du coup, l'index à la retribalisation, il est aussi très socio-émotionnel. C'est pas un sondage, c'est vraiment déduit d'une enquête sociologique pure, quoi. Oui, d'ailleurs, dans ce contexte, on vous avait demandé, dans cette enquête, dans le contexte géopolitique mondial, quand on interroge les Belges, 93% énoncent une émotion négative contre 11% positive. C'est énorme. Oui, c'est ça. Donc, de manière générale, notre étude le montre, mais c'est pas la seule, sur les affects négatifs qui sont générés à l'intérieur des consciences des citoyens et citoyennes pour le moment. Et c'est d'ailleurs un des moteurs, justement, on en reparlera, mais c'est du coup évidemment un des moteurs aussi de la montée des populismes identitaires et de l'extrême droite, puisque on a des entrepreneurs en ressentiment, c'est comme ça que les sociologues appellent ça, qui vont pouvoir rebondir
rebondir sur ces angoisses certaines, sur ce sentiment justement que les politiques ne gèrent absolument pas le monde actuel, et pour pouvoir amener des solutions qui, en tout cas pour les citoyens et les citoyennes, sont compréhensibles, quoi. Ce qui n'est pas le cas pour le moment. Et c'est ça le paradoxe, c'est que au plus les enjeux sont complexes, au plus il y a un sentiment d'angoisse important, au plus théoriquement, on devrait avoir des solutions de coopération et des solutions complexes à multifacettes. Et en réalité, ce qui se passe pour le moment, c'est que ce sentiment d'angoisse, il fait tourner les gens davantage vers des leaders populistes autoritaires qui disent qu'ils vont pouvoir à eux seuls régler les problèmes sans intermédiaire, avec des solutions que tout le monde peut comprendre. Oui, donc on travaille vraiment sur l'émotionnel pur. Un chiffre aussi qui est troublant, mais je rentre dans ce pourcentage également. On pose la question, globalement, pensez-vous que vos éventuels enfants et petits-enfants auront des conditions de vie meilleures, et 60% disent non, moins bonnes. Donc c'est effrayant aussi, cette peur de l'avenir, ce qui fait qu'on a envie de refaire tribu et de se replier sur soi, en fait, c'est ça. C'est ça, et d'ailleurs c'est étudié en psychologie sociale, donc c'est-à-dire que à capital culturel faible, il y a des émotions primitives, vraiment liées au développement humain presque naturel, dans un sentiment d'insécurité, dans un contexte d'insécurité perçue, et ça c'est très important, puisque y a l'insécurité réelle et l'insécurité perçue qui peut être aussi alimentée par toute une série d'autres facteurs. En tout cas, en psychologie sociale, ça s'étudie, c'est-à-dire l'idée que, en fait, il y a une volonté, enfin une tendance en période d'insécurité à se replier sur les communautés les plus étroites, donc la famille, éventuellement la nation, et il y a d'autres logiques aussi qui se mettent en place, c'est la logique de bouc émissaire, c'est-à-dire tout ce qui est étranger à cette communauté devient un danger, voire potentiellement responsable des problèmes qu'on engendre. Un bouc émissaire. Pardon. Et c'est la logique bouc émissaire. Et il y a une troisième logique qui est aussi, toujours en psychologie sociale étudiée comme une tendance primitive, de l'adhésion, enfin une volonté que ce soit un chef fort qui vienne régler les problèmes. On va y revenir. Ouais. Karine Thibault chez Amnesty Belgique francophone. Jérôme parlait d'insécurité perçue ou réelle. Bon, là, vous chargez des dossiers d'insécurité réelle. Est-ce que vous avez changé, enfin, depuis que vous êtes là, quelle est la tendance observée chez Amnesty, la même que ce que la fondation Ceci n'est pas une crise évoque ? La tendance, en tout cas, c'est difficile de faire une séparation, je pense, entre ce qui se passe en Belgique francophone de ce qui se passe dans le monde en général. Donc nous, la tendance qu'on constate, c'est qu'en fait, ce sentiment d'angoisse, ce sentiment de relégation, ce sentiment d'être menacé et ce choix vers des leaders forts qui sont aidés par un système de pouvoir, qui sont aidés par un système de pouvoir, entre autres des algorithmes des réseaux sociaux et de l'allégeance des big tech, en tout cas à l'extrême droite et à une internationale d'extrême droite, fait qu'on a de plus en plus d'autoritaires qui montent au pouvoir. Et donc ça, je crois que j'imagine que si on referait l'enquête maintenant en mars, les chiffres seraient encore pires sur, en tout cas, la perception par rapport à l'international. L'étude date de 2024, c'est ça, Jérôme. Et avant élection de Trump notamment et tout ce qui s'ensuit. Mais juste après les élections en Belgique. Ok. Voilà, donc je pense que la tendance que nous, on constate, c'est évidemment qu'on est dans un moment de bascule où, très clairement, dans des régimes démocratiques, on voit des gens élire des leaders forts qui disent très clairement qu'ils ont un projet autoritaire. Donc, ils ont un projet où ils veulent limiter l'ensemble des droits fondamentaux des personnes et qu'ils sont prêts, en tout cas, à basculer vers l'autoritarisme très, très fortement. Et que là, maintenant, on a, en tout cas, les autoritaires, on le vend en poupe depuis l'arrivée de Trump au pouvoir. Ça se voit partout. Ça se voit dans toute l'Europe, ça se voit évidemment ailleurs de l'Europe. J'étais en train de lire ce que m'a envoyé une collègue, qui est la collègue argentine, donc qui vit avec Javier Milei, qui fait partie évidemment de cette grande internationale autoritaire, et qui démontrait à quel point, évidemment, l'arrivée de Trump permet d'aller plus loin. Et je pense qu'on a un moment de bascule très fort, et on le sent partout, parce que ça n'entraîne pas qu'une partie de l'extrême droite, mais ça entraîne aussi une partie de partis de droite, ou même de gauche, ou même du centre, à avoir d'autres types de discours qui vont en tout cas vers un discours qui va utiliser la relégation, le sentiment d'abandon et le sentiment d'avoir des réponses simples et très claires et très limpides et d'offrir aussi
une lecture du monde binaire. En fait, une lecture du monde qui est très noir ou blanc et ça va de l'impératif de dire qu'il y a 2 sexes et pas plus. Ça va de l'impératif de dire qu'il y a une seule nation et qu'il y a des étrangers et que ces étrangers, eh bien, on peut les expulser de manière massive et sans respecter les droits. Ça va aussi avec le fait de délégitimer la magistrature et de délégitimer les autres contre-pouvoirs démocratiques en disant, finalement, une fois qu'on est élu, en fait, ça suffit à avoir une légitimité pour pouvoir tout faire. Donc ça, c'est la tendance qu'on constate partout dans le monde. Elle est un peu moins forte en Belgique francophone. On n'a pas tout à fait les mêmes tendances. On n'a pas une extrême droite qui a maintenant gagné les élections. Mais en fait, globalement, dans les narratifs politiques, on voit une évolution qui augmente et qui... Et alors, il y a autre chose aussi enfin, je sais pas, qui me frappe, moi, post-9 juin, c'est le retour de la valeur travail comme une valeur centrale qui explique votre place dans le monde. Ça veut dire que face à ce sentiment de relégation, en fait, la seule chose qui vous tient face à la société, et c'est en tout cas ce qui est extrêmement valorisé, c'est le travail. Ce qui est un peu étonnant, si on regarde plus globalement les chiffres de burn-out ou les chiffres de désamour par rapport au travail d'une partie des gens, même le sentiment aussi, enfin c'est même pas un sentiment, une réalité de fermeture d'usines, que ce soit Audi ou Cora, qu'en fait la seule chose qui justifie à un moment donné votre relation à la société, c'est le fait que vous soyez un travailleur et une travailleuse. Tout à fait. Et si vous ne travaillez pas, l'annonce est faite de plus de 2 ans au chômage, vous êtes, vous êtes éliminé du chômage. Donc effectivement, si vous ne travaillez pas, vous êtes déclassé, laissé sur le chemin. Oui, et c'est là où ça, c'est aussi, je trouve... quelque chose qu'on n'analyse pas assez, c'est que finalement, quand on dit ça, quand les autoritaires utilisent aussi cet argument-là un peu partout, en fait, ça permet aussi de dire aux gens, en fait, vous êtes quelque part des héros. Vous vous levez le matin, vous allez travailler, vous êtes quelque part des héros parce que vous travaillez. Or, je pense que si on creusait sur le rapport des gens au travail, il est plus complexe. Ça veut dire qu'il y a... Et en même temps, bien sûr, le besoin d'exister, le besoin de faire partie d'une communauté, d'un groupe, d'avoir un salaire et ainsi de suite. Et de l'autre côté, il y a aussi toute une ambiguïté par rapport au travail, où le monde du travail est devenu aussi très dur et où les gens en souffrent. Donc voilà, ça je trouve que on sent qu'il y a aussi une montée des autoritaires, une évacuation de l'état de droit. Pour faire tourner l'économie mondiale aussi. Et un retour à valoriser des choses très simple et donc qui fait que ça emporte des gens aussi, ça leur donne le sentiment qu'ils sont valorisés socialement parce qu'ils font certaines choses qui sont assez simples, travailler, être se reconnaître soit comme femme, soit comme homme. Tous ces éléments-là apportent évidemment un regard très conservateur sur la société. Jérôme, on le voit aussi dans ce rapport donc, de noir, jaune, blues de Ceci n'est pas une crise, de la fondation Ceci n'est pas une crise, la gouvernance souhaitée, parce qu'on a regardé les Américains un peu de manière jugeante, mais enfin pourquoi votent-ils un Trump ils sont stupides presque. Or chez nous, on le voit et vous interrogez, les Belges souhaitent un dirigeant fort qui en appelle directement au peuple dans le cadre d'un système politique qui réduirait l'influence des contre-pouvoirs. Donc chez nous aussi, en fait, on veut ça. Et juste peut-être alors un point méthodologique, donc on n'a pas demandé aux gens s'ils préféraient l'autoritarisme ou la démocratie, parce que, et d'ailleurs il y a des études, notamment l'IUEPS qui a sorti une étude pour la Wallonie là-dessus l'année dernière, et donc les gens préfèrent évidemment la démocratie. Mais par contre, quand on pose la question de manière détournée avec d'autres... Quand on met les mots, voilà, c'est l'autoritarisme, l'extrême droite, ça fait encore peur chez nous. Tout à fait. Voilà, mais par contre, si on parle d'un leader qui vient remettre de l'ordre, d'un leader qui comprend le peuple, d'un leader qui se débarrasse d'intermédiaires, qui fait que la démocratie est diffuse et incompréhensible, alors effectivement, dans ce cas-là, on a une adhésion forte à l'idée qu'il devrait y avoir un leader autoritaire dans le pays pour pouvoir, en fait, mieux être représenté. Et donc c'est ça aussi le paradoxe, c'est-à-dire que en fait les gens ne veulent pas de l'autoritarisme pour l'autoritarisme, ils veulent de l'autoritarisme dans ce cadre-là sans le dire que c'est de l'autoritarisme, mais ils veulent un leader fort pour être mieux écouté, pour être mieux entendu, en imaginant qu'on va pouvoir avoir un impact plus important sur une personnalité qu'on connaît, à laquelle on s'identifie et par ailleurs qu'on a choisi. Et donc effectivement c'est dans ce cadre-là qu'il faut pouvoir analyser ce chiffre. C'est exactement tout ce que tous les dirigeants autoritaires dans le monde, comme le disait Karine, comme ça qu'ils ont été élus sur ce populisme-là et ces mots. Le narratif émotionnel est très fort aussi. Bien sûr, et c'est une impasse. Donc on le sait que c'est une impasse puisqu'évidemment un leader fort ne peut pas régler des problèmes complexes en prenant en compte toute une série de diversités, de réalités, de points de vue, d'enjeux spécifiques. C'est le rôle des corps intermédiaires justement de pouvoir traduire ça auprès de
auprès du pouvoir politique. Mais donc, en attendant, effectivement, et de nouveau, si on croise les données les données issues de cette étude, en fait, les gens qui adhèrent le plus à un leader fort autoritaire, le seul lien linéaire entre ces personnes-là, c'est pas le socio-économique, mais c'est le capital culturel. Et donc, en fait, au moins on comprend les institutions, au moins on a de prise sur une compréhension des enjeux globaux qui nous entourent. Au moins, on comprend pourquoi est-ce qu'on vit cette difficulté ou cette difficulté. Au plus, effectivement, on va avoir tendance à se tourner vers une logique un peu plus simple d'organiser le monde. Et en fait, c'est une logique aussi qui découle du fait que les gens sont... Enfin, ces mêmes paramètres, hein, quand on croise les données, c'est des gens qui sont déconnectés de structures collectives. Donc... soit ils sont évidemment affiliés à une mutualité ou un syndicat, mais en tout cas ils ne la voient pas comme étant une structure collective avec laquelle on partage. Pas de réassurance possible. Plus de participation à des lieux de socialisation, plus de participation à des collectifs, pas l'impression, malgré que ce soit le cas pour quand même une majorité des gens, pas l'impression de vivre de la solidarité chaude dans son quotidien. Et donc, in fine, pas d'intérêt à imaginer qu'on puisse régler des problèmes complexes via la coopération avec d'autres individus. Raison pour laquelle vous êtes interrogé sur les narratifs de gauche qui ne touchent plus les classes populaires. Donc, je disais en entrée d'émission que vous venez de sortir cet essai « Comprendre les échecs et reconstruire des récits ». C'est ça, en fait, il manque de récits, très clairement. Qu'est-ce qu'il manque au narratif de cette gauche qui, justement, avant parlait aux ouvriers, aux classes populaires, aux syndicats Qu'est-ce qui s'est passé dans ce manque de narratif-là ? Je vais donner au moins un élément pour démarrer la réponse à la question et pour faire le lien avec ce que je viens de dire. En fait, je fais beaucoup de liens avec le maillage associatif, ouvriériste, mutualiste post-Seconde Guerre mondiale qui était construit depuis le 19e siècle et où en fait chacun et chacune était intégré dans une vie, dans des projets et dans des mécanismes de solidarité chaude et concrète. C'est-à-dire qu'en fait, les gens étaient placés dans un climat émotionnel où, in fine, on réglait les difficultés ensemble. Et c'était issu évidemment de quoi ? C'était issu d'un processus dit de conscience de classe. Et la conscience de classe, elle sort de quoi ? Elle sort du fait que quand on sort du lieu de travail en ayant eu un problème avec le patron et en ayant des espaces de socialisation et d'entraide avec d'autres personnes, en fait, on se rend compte que le problème que moi j'ai avec mon patron, je suis pas le seul. Ça arrive dans mon entreprise, mais ça arrive dans d'autres entreprises également. Et c'est dans ce cadre-là qu'on sort en fait d'une logique de causalité directe, donc c'est-à-dire il y a un problème et donc il y a d'office une seule cause, vers une causalité dite systémique, c'est-à-dire il y a plusieurs facteurs qui jouent dans un seul et même système, et pour pouvoir en fait me sortir de cette situation-là, je n'ai d'autre choix que de me coaliser avec d'autres personnes qui vivent la même réalité que moi. Et donc la manière dont les syndicats se sont structurés au 19e siècle jusqu'après la Seconde Guerre mondiale, en fait, permettait aux gens, ne fût-ce que émotionnellement, avoir une conscience de classe qui leur permettait de comprendre une logique de système. Alors qu'encore, à cette époque-là, il y avait une bonne partie des ouvriers qui étaient analphabètes. Donc c'est pas nécessairement une question d'être plus documenté ou de plus lire, etc. Et donc, dans ce cadre-là, ce maillage ouvriériste, associatif, etc., s'est dissous progressivement tout au long du XXe siècle pour plein de raisons que j'évoque, mais que je ne creuse pas dans le texte, mais qui fait qu'aujourd'hui, on en arrive à un point où il y a effectivement une élite culturelle progressiste qui a toujours existé, qui produit des narratifs, qui produit des campagnes et des mobilisations, mais qui, pour toute une série d'autres publics plus populaires, est déconnectée. Et ça se marque aussi dans les résultats électoraux en juin 2024. Les endroits où la droite populiste de Georges-Louis Boucher a gagné, c'est des endroits, des cantons qui sont en fait des anciens territoires ouvriéristes qui ont été désertés par les syndicats et par les industries et où les gens sont en fait assez forts seuls face à leurs difficultés. Vous le dites aussi, l'idée que la gauche cherche trop à convaincre par des arguments rationnels et des principes éthiques froids, alors qu'on vient de le voir, tout se passe dans l'émotionnel, c'est ça aussi qui ne mobilise plus. Les émotions ne sont plus partagées, ce ne sont plus les cadres mentaux ne sont plus adaptés en fait à ce monde-ci, et le télétravail n'y aide pas. Oui, donc c'est ça. Donc le fait est que
les travailleurs et les travailleuses séparés sur leur lieu de travail les empêche évidemment de partager ensemble des expériences de vie. Et ça, c'est une chose. Et l'autre chose, mais c'est effectivement tout un autre pan que j'évoque dans le texte, qui fait que au moins on partage de la conscience de classe, au moins on a de capital culturel, au plus évidemment on sera tenté par faire fonctionner notre cerveau en politique uniquement via l'émotionnel. Et donc dans ce cadre-là, de nouveau c'est la psychologie sociale qui nous l'enseigne. Les choix émotionnels en politique se font via ce qu'on appelle les cadres moraux. Donc, c'est-à-dire qu'entre deux mesures sur le chômage, par exemple, si un leader dit on va régler le chômage avec la mesure A, l'autre qui dit avec la mesure B, les deux ont le même objectif, mais les gens ne savent pas savoir quelle est la mesure qui va régler réellement le chômage. Donc, comment on choisit ? On le choisit en fonction de la morale qui est sous-jacente à la mesure et qui fait le plus miroir ou écho à la morale que nous, on impulse dans notre quotidien. C'est-à-dire la manière dont nous, on envisage la vie bonne ou la vie juste, quoi. Et donc si dans notre vie on considère que la responsabilité individuelle et le mérite, le respect des règles, c'est quelque chose de très important, ce qui est le cas pour une majorité de la population aujourd'hui dans une société individualiste qui a fait gagner ces valeurs-là pour toute une série de raisons qu'on pourra évoquer plus tard, et ben du coup effectivement on va davantage choisir une mesure qui fasse écho à la morale de la carotte et du bâton pour ce qui est des chômeurs et des chômeuses. Et donc là où je fais le lien avec le terrain, c'est que au moins on va faire vivre des expériences concrètes de solidarité chaude avec les gens, au moins évidemment ils vont pouvoir se tourner vers des mesures qui font écho à une morale progressiste populaire. Et pour autant ça ne veut pas dire que les gens ne vivent pas ce qu'on appelle de la morale progressiste populaire, c'est-à-dire de l'entraide entre voisins, voisines, à l'intérieur de sa famille ou entre amis, mais il faut du coup que nos narratifs complexe, rationnel, technique et technocratique puisse faire écho justement à cette morale populaire que les gens que les gens vivent au quotidien. Et dans ce cadre-là, il faut pouvoir du coup utiliser des métaphores qui rapprochent des éléments complexes comme la sécurité sociale le plus possible de ce que les gens connaissent dans leur quotidien. Alors c'est évidemment une vision de la droite ou l'extrême droite plutôt autoritaire ou de tous les autoritarismes chez nous et dans le monde, c'est détisser le lien. On l'a vu avec Jérôme, c'est oublier ce pilier de contre-pouvoir. Amnesty, Karine Thibault, c'est un contre-pouvoir. C'est tisser du lien, c'est se battre ensemble. Vous craignez pour l'avenir, vous, Karine Thibault ? Au sein d'Amnesty. J'irais même plus clair, je crains le présent. Je ne suis même pas sur l'avenir, je crains déjà pour maintenant. Peut-être, je voulais revenir sur la question de l'état de droit et de l'effritement de l'état de droit, parce que c'est exactement ça. Je pense que là, on vit à une vitesse accélérée, VV', une expérience d'autoritarisme aux États-Unis avec le Trumpisme, qui nous montre très vite et très rapidement comment est-ce que ça peut devenir quand un leader fort, autoritaire, qui en tout cas utilise l'idée qu'il est l'élu du peuple. Bon, il utilise même par ailleurs le fait qu'il est un élu messianique puisqu'il a échappé à un attentat, et que donc comment est-ce que cette question-là peut être monopolisée pour asseoir son pouvoir. Et donc là on voit tout de suite que très vite et très rapidement, à un moment donné, les autres éléments de contre-pouvoir que sont la magistrature, donc l'idée qu'en fait vous élisez des gens mais que ça ne veut pas dire que ces gens-là sont au-dessus des lois. Ça veut dire que comme vous, comme moi, si vous êtes condamné, vous allez en tout cas purger votre peine, comme vous, comme moi, ces gens-là aussi doivent répondre aux lois. Et donc peuvent être aussi condamnés ou peuvent être en tout cas, ou certaines décisions qu'ils prennent peuvent être considérées comme n'étant pas justes et ne respectant pas les grandes lois qui ont été décidées par le pays. Et là on voit bien qu'on a un glissement total où il est évident là maintenant que l'administration Trump ne respecte pas les jugements qui sont pris par les juges américains. Il y a un cas qui vient de se passer, c'est un Salvadorien qui a été renvoyé au Salvador par erreur parce qu'on pensait qu'il faisait partie des maras et des gangs, et que là maintenant les juges ont demandé qu'on le ramène aux États-Unis, ce qui ne sera pas fait par l'administration Trump, et que Trump a annoncé qu'il était prêt à aller vers un 3e mandat, et je pense qu'on ferait mieux de le prendre au sérieux, que c'est évidemment ce qui est comme projet sur la table. Et donc on a une vraie question par rapport à ça sur comment est-ce qu'on arrive à démontrer auprès de tout le monde qu'en fait, ça a du sens de continuer à avoir des contre-pouvoirs. Parce que ça, c'est une des premières étapes de l'autoritarisme, c'est d'attaquer ces contre-pouvoirs et d'attaquer, entre autres, les magistrats et la magistrature en les taxant de gouvernement des juges, en disant finalement, ils s'emparent d'un pouvoir qui ne leur appartient pas. Et on voit bien que ce narratif, il est aussi véhiculé en France aussi, maintenant. Avec Marine Le Pen qui est jugée. Avec la condamnation de Marine Le Pen. On le voit à plein d'endroits. Et donc, c'est là où on a un vrai enjeu de démontrer, en fait, ils ne sont pas au-dessus des lois. Et aucun gouvernement ne peut être au-dessus des lois, et aucune personne qui participe à un gouvernement ne peut être au-dessus des lois. Et donc, c'est important de redire et de dire systématiquement que
Par exemple, la Belgique, le gouvernement belge, avec ses plus de 12 000 condamnations pour la crise de l'accueil, c'est le plus grand désobéissant de ce pays. Vous et moi, vous êtes condamnés 12 000 fois. En fait, vous allez vraiment vous retrouver dans une situation compliquée. Ce n'est pas le cas du gouvernement. Et ça, c'est inacceptable. Et donc, c'est là où il y a toute une discussion, il me semble, de comment est-ce qu'on peut réexpliquer ça de manière simple, publiquement. Et l'autre élément dont tu parlais, Jérôme, c'est évident que ça ne va pas suffire. Il n'y a pas que cette question-là qui va suffire, parce qu'il y a tout le débat aussi sur le sentiment de relégation sociale qui est gigantesque et le sentiment... Et c'est intéressant parce que c'est pas partout dans tous les pays que les gens ont l'impression que l'avenir sera moins bon pour leurs enfants, leurs petits-enfants. Par exemple, dans tous les pays comme la Chine ou d'autres endroits qui vivent un boom économique, c'est pas du tout la même perception. Où vous avez en tout cas des enquêtes qui montrent qu'en fait, ils sont beaucoup plus proches des Golden 60s que l'Europe, quoi. Et donc évidemment, ils ont une perception plus positive que leurs enfants, leurs petits-enfants auront des conditions de vie qui seront meilleures, ce qui n'est pas du tout le cas en Europe. Donc on a un double questionnement, je pense, en tant qu'Amnesty, c'est comment est-ce qu'on arrive à continuer à défendre une architecture de droit international qui est totalement balayée, puisque là maintenant, il y a de plus en plus un choix qui est de dire on revient à un système d'empire et on se partage le monde. Donc Trump se partage le monde avec Poutine et la Chine, et Israël va prendre en tout cas Gaza et d'autres endroits. Donc un retour aux empires, tout en même temps en ayant une capacité de discuter aussi avec les gens qui se retrouvent dans une situation de solitude et une situation de déclassement social. Et il y avait une étude qui avait aussi démontré que les électeurs et électrices de Trump, ils avaient aussi une chose en commun, puisqu'il y a des gens très différents aussi qui ont élu Trump, ils avaient une chose en commun qui était qu'ils mangeaient seuls, souvent. Ils mangeaient souvent seuls. Intéressant. Et donc ça rejoint aussi la discussion de dire, en fait, la solitude... On travaille seul, on mange seul, on est seul face à sa télévision. Je ne sais pas s'ils travaillaient seuls, mais en tout cas, ils mangeaient seuls. Le télétravail, en tout cas, oui, on le disait avec Jérôme. Si vous êtes souvent seul, votre source d'information et de discussion, elle va être les médias et les réseaux sociaux. Et puis on sait que les algorithmes nous poussent de plus en plus. Voilà, et donc vous allez être beaucoup moins confrontés à des discussions, parce que je pense que le débat aussi, la solidarité chaude, on ne voit plus que le collectif, c'est aussi le fait d'être avec des gens qui ne sont pas toujours d'accord avec vous, qui ne vous ressemblent pas forcément, avec lesquels on peut débattre, dans lesquels vous discutez, dans lesquels vous êtes contredits, et dans lesquels en même temps se passe quelque chose qui est de l'ordre du lien humain, quoi, du fait d'être proche avec vos voisins et vos voisines. Vous avez souvent des discussions où vous êtes un peu surpris de là où vous allez. Mais ça fait partie justement de l'intérêt d'être avec des gens qui sont pas forcément proches de votre monde. Et ça, je trouve que c'est une question qui habite Amnesty. Ça veut dire, c'est comment est-ce qu'on fait pour en même temps défendre le droit international, l'état de droit, le contrôle par des magistrats de ce que font les gouvernements et de ce que font les personnes qui voudraient être des gouvernants, et en même temps, de l'autre côté, avoir aussi une mobilisation suffisamment forte pour casser aussi la solitude, pour casser un sentiment d'impuissance, parce que ça, je pense que c'est peut-être quelque chose qui a été moins dit, mais pour celles et ceux qui voient l'évolution du monde maintenant et qui ne partagent pas l'évolution du monde, il y a aussi un immense sentiment d'impuissance et le sentiment d'être pris dans un bulldozer dont il va être très, très difficile de se remettre. Et alors, l'autre enjeu pour Amnesty... Qui ne donne pas envie d'agir, il faut bien le dire, qui laisse un peu pantois. Oui, qui laisse pantois face à la rapidité du changement aussi. Et alors, l'autre élément pour nous qui nous habite, c'est celles et ceux qui sont dans la ligne de mire, mais qui n'ont aucune capacité de faire face à ce qui leur tombe dessus. Et là, je pense aux personnes LGBTQIA+, qui évidemment, par exemple, en Hongrie ou ailleurs, ne peuvent même plus maintenant, depuis lundi, avoir une Pride. Les personnes LGBTQIA+, aux États-Unis, c'est insupportable ce que ces personnes, en tout cas les personnes trans, qu'elles sont en train de vivre, les personnes migrantes. Donc pour nous aussi, il y a aussi le débat des personnes qui sont taxées comme hors du corps, hors de la collectivité, à bannir de cette collectivité par tous les moyens, à leur faire vivre la honte et l'intérioriser, à les stigmatiser. Et ça, c'est un autre enjeu pour Amnesty. C'est comment est-ce qu'on fait pour que ces gens sentent en tout cas qu'il y a d'autres gens dans le monde qui sont avec ces personnes et qui ne vont pas les lâcher. Il y a beaucoup de combats pour Amnesty, et la première chose, on parlait de la lecture de la presse et de l'information, c'est aussi rendre une presse indépendante, diversifiée, ce qui est grandement en danger aujourd'hui chez nous aussi. Voilà, cette émission se termine sur une note, comment dire, on va quand même citer Victor Hugo, tiens, dans le rapport Noir, Jaune, Blues, vous citez Victor Hugo, ceux qui vivent sont ceux qui luttent.
Voilà, Amnesty est là pour non seulement alerter, mais aussi agir et lutter. Et Jérôme, de son côté, au travers de la fondation Ceci n'est pas une crise, est là aussi. Merci à tous les deux d'avoir été là aujourd'hui pour nous alerter et puis nous donner envie de nous battre. Merci à ceux qui ont choisi de nous écouter ce soir. Battez-vous. Rien n'est perdu, n'est-ce pas, Karine? Tout à fait, rien n'est perdu. Et celles et ceux qui choisissent de ne pas combattre, je pense que c'est celles et ceux qui nous amènent vers une pente qui est de plus en plus dangereuse. Donc l'histoire n'est pas écrite, c'est à nous de l'écrire. Voilà, à se voir, à aller boire des... Voilà, le printemps revient, l'été aussi. Faisons société, sortons. Merci Jérôme, merci Karine d'avoir été là ce soir. À très bientôt pour un autre rendez-vous de la laïcité.